l'humanité a construit un œil à 10 milliards de dollars pour voir l'univers. Elle l'a envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans l'obscurité la plus profonde. Mais ce qu'il a trouvé a prouvé à quel point nous savions peu de choses. Pas une galaxie, pas une étoile, un appel, qui ne venait pas de nous. James Webb s'est concentré sur l'obscurité totale de la ceinture de Kuiper et a découvert un message envoyé il y a 1000 ans. Ce signal impossible se répète avec un rythme parfait toutes les 24 heures. Il possède donc un motif mathématique simple, car sa formation naturelle est impossible. Mais, le plus incroyable, c'est que la source de cette puissance colossale est une minuscule planète de seulement 500 km. Cela bouleverse toutes les théories sur la formation des planètes. Si vous aussi, que vous voulez assister à ce moment historique, rejoignez la chaîne, car nous allons vous montrer pas à pas comment nous avons déchiffré le code de ce message. Nous commençons. Pour comprendre notre système solaire, nous devons prendre un peu de recul, car nous devons comprendre ce qu'il faut à un corps céleste pour pouvoir se nommer planète. Au début du XXIe siècle, les astronomes ont obtenu des télescopes plus puissants. Avec de meilleurs outils, vous commencez à voir des choses qui étaient auparavant invisibles. C'est pourquoi, au bord de notre système solaire, un nombre croissant de petits objets étranges a soudainement commencé à apparaître. Mais le véritable tournant a eu lieu en 2003 avec la découverte d'Eris. C'était un corps presque aussi grand que Pluton. Pourtant, personne ne le connaissait. Cette découverte marqua le début de la fin pour Pluton en tant que planète, car l'Union astronomique internationale s'est posé une question simple, mais aux conséquences lourdes. Qu'est-ce qui fait vraiment d'une planète une planète? La réponse a été réduite à 3 conditions claires. Premièrement, le corps doit orbiter autour du Soleil, et non d'une autre planète comme le fait la Lune. Deuxièmement, il doit être suffisamment massif pour que sa propre gravité lui donne une forme sphérique. Et troisièmement, et c'est le point crucial, il doit dominer gravitationnellement son orbite. Cela signifie qu'il doit être capable d'avaler, de repousser ou d'influencer d'une manière ou d'une autre les autres objets sur son chemin. Imaginez un camion gigantesque sur l'autoroute. Il pousse simplement tous les petits véhicules de sa voie hors du chemin. C'est exactement ainsi que se comporte une vraie planète dans son espace orbital. Mais, Pluton vit dans la ceinture de Kuiper, une région remplie d'objets glacés. Il orbite autour du Soleil. Il a une forme sphérique, mais il ne peut pas nettoyer son orbite des autres corps. Il ne remplit donc pas la 3e condition. On a alors compris que Pluton n'était pas si différent de milliers d'objets similaires. Les objets transneptuniens, ou TNO, aujourd'hui, nous connaissons plus de 5000 TNO. Seule une fraction d'entre eux est officiellement numérotée, ce qui signifie qu'ils ont été suffisamment étudiés pour confirmer leur orbite. Et c'est précisément là, dans ce monde silencieux et glacé, au-delà de Neptune, que le vrai mystère commence. Car certaines de ces petites planètes se déplaçaient sur des orbites qui ne semblaient pas du tout aléatoires. Leurs inclinaisons, leurs orientations, la façon dont elles se regroupaient, tout cela semblait murmurer que quelque chose de plus grand, là dehors, tirait les ficelles. Quelque chose que nous n'avions pas encore vu. Imaginez que vous observez un groupe de glaçons flottant dans un océan sombre. En réalité, ils devraient être dispersés au hasard, dans toutes les directions, sans motif, sans ordre. Mais, soudainement, vous remarquez qu'ils s'inclinent tous dans la même direction, tous, sans exception. C'est exactement ce que les astronomes ont observé lorsqu'ils ont examiné de plus près les orbites des objets transneptuniens. La plupart de ces petits mondes partageaient des orbites et des inclinaisons similaires. Ce n'était pas un petit détail, c'était un signal, et ce signal a conduit à l'une des hypothèses les plus excitantes de l'astronomie moderne, l'existence de la planète 9. On pense que cette super-Terre hypothétique a une masse 5 à 10 fois supérieure à celle de la Terre. Elle devrait orbiter aux confins de notre système solaire, probablement jusqu'à 75 milliards de kilomètres du Soleil. Comme un marionnettiste invisible, sa gravité façonnerait et dirigerait les orbites des TNO. Particulièrement remarquables sont ceux que l'on appelle les objets transneptuniens extrêmes. En abrégé, les ETNO. Ces corps célestes se déplacent sur des orbites elliptiques très allongées, dont la distance moyenne au Soleil dépasse 22 milliards de kilomètres.
Leurs orbites ne peuvent s'expliquer ni par la gravité de Neptune, ni par celle d'Uranus, de Saturne ou de Jupiter. Cette situation a conduit certains scientifiques à une conclusion claire. Quelque chose là-dehors doit influencer ces objets. Quelque chose de grand, quelque chose d'invisible. Mais l'histoire a commencé à se compliquer. Au cours des 5 à 6 dernières années, les chercheurs ont découvert de plus en plus de nouveaux TNO. Et la plupart de ces objets nouvellement trouvés ne correspondaient plus à l'ancien tableau. La plupart des quelques 6000 objets sur des orbites au-delà de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil ne montraient aucun signe d'être influencés par une planète cachée. C'était comme réaliser soudain que la moitié des glaçons dérivaient en fait dans toutes les directions, de manière totalement désordonnée et inattendue. Pourtant, les scientifiques ne voulaient craintivement pas abandonner la planète 9. Pourquoi ? Car la recherche d'un monde caché représente plus que la simple découverte d'un nouveau corps céleste. Une telle découverte pourrait expliquer pourquoi notre système solaire semble si différent de la plupart des autres que nous connaissons. Dans d'autres systèmes solaires, les super-Terres et les mini-Neptunes sont tout à fait normaux. Chez nous, il manque. La planète 9 pourrait être la réponse. De plus, un tel monde pourrait agir comme un bouclier cosmique. Il pourrait attirer les astéroïdes des régions extérieures de l'espace, les empêchant de frapper les planètes intérieures. Il pourrait même aider à expliquer comment notre système solaire tout entier s'est formé. C'est pourquoi la recherche continue. Mais, avec la découverte de la nouvelle planète naine Ophi, la théorie a commencé à vaciller, car Ophi ne se comporte pas comme un objet sous l'influence de la planète 9 devrait se comporter. Ce qu'est exactement Ophi, d'où elle vient, et ce que sa découverte signifie pour ce grand mystère, nous répondrons à ces questions maintenant, dans le chapitre suivant. Mais revenons d'abord à un événement historique de 1930. Les astronomes découvrirent Pluton, ce petit corps glacé au bord de notre système solaire. C'était un triomphe de l'observation, un moment qui est entré dans l'histoire de l'astronomie. Mais, cette même année, exactement au même moment, un autre corps céleste passait silencieusement et inaperçu à son point le plus proche du Soleil. Il était théoriquement assez proche pour être découvert. Mais comme personne ne l'a vu, personne ne soupçonnait son existence, et il s'est enfoncé plus loin dans l'obscurité glaciale, pour un voyage de 25 000 ans. 95 ans plus tard, en mai 2025, les chercheurs l'ont enfin trouvé. Son nom officiel est 2017 OF 201. Nous l'appelons simplement Ophi, et cette découverte était loin d'être ordinaire, car ni une recherche dédiée ne l'a trouvée, ni un télescope spatial moderne pointé directement sur elle. Au lieu de cela, les scientifiques ont fouillé les archives de données publiques. Ils ont minutieusement assemblé 19 photographies distinctes prises sur une période de 7 ans. Image par image, point de données par point de données. Ils ont reconstitué le puzzle jusqu'à ce qu'Ophi émerge de l'obscurité. C'était un travail de détective impressionnant. Mais qu'est-ce qui rend cette planète naine si spéciale ? Le diamètre estimé d'Ophi est d'environ 700 km, ce qui en fait une planète naine, nettement plus grande que de nombreux autres objets transneptuniens, mais toujours seulement un tiers de la taille de Pluton. En soi, cela ne ferait pas les gros titres. Mais, ce qui rend Ophi vraiment extraordinaire, c'est son orbite. Son orbite est extrêmement allongée, comme un long et étroit arc elliptique qui traverse les coins les plus reculés de notre système solaire. À son point le plus proche du Soleil, Ophi s'approche à environ 6,7 milliards de kilomètres. Donc c'est une distance à peu près équivalente à la distance de Pluton au Soleil. Pourtant, à son point le plus éloigné du Soleil, elle s'éloigne jusqu'à 240 milliards de kilomètres. Cela signifie qu'Ophi laisse la ceinture de Kuiper loin derrière elle et touche la limite intérieure du nuage d'Oort. Cette immense couverture glacée qui entoure notre système solaire comme une coquille fantomatique. Un tour complet d'Ophi autour du Soleil dure au moins 25 000 ans. 25 000 ans. Pendant ce temps, toute l'histoire humaine connue s'est déroulée plus de 2 fois, et malgré ses dimensions colossales, Ophi est presque invisible pour nos télescopes. Les astronomes estiment qu'elle n'est observable que sur environ 1% de toute son orbite. Mais le reste du temps, elle disparaît dans des profondeurs inaccessibles à tout instrument moderne. Trop loin, trop faible, trop sombre. Cette situation rend sa découverte encore plus remarquable. Car,
nous avons littéralement attrapé cette unique fenêtre qui ne s'ouvre qu'une fois tous les 25 000 ans. Mais, aussi fascinant que soient ces détails, le point crucial se trouve ailleurs, car lorsque les chercheurs ont analysé de plus près l'orbite d'Ophi, ils ont réalisé qu'elle ne correspondait pas aux schémas utilisés jusqu'à présent pour soutenir l'hypothèse de la planète 9. Ophi n'appartient pas au même groupe que les autres objets transneptuniens extrêmes. Et plus important encore, si la planète 9 existait vraiment là-dehors, avec la masse supposée et à la position prédite, Ophi ne pourrait pas maintenir cette orbite. Dire la gravité de la planète 9 l'aurait éjectée du système solaire depuis longtemps. Le fait qu'Ophi soit toujours là, stable et calme sur son orbite, nous murmure une possibilité dérangeante. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de 9e planète là-dehors, ou peut-être que la vérité était cachée bien plus profondément que nous le pensions. La science aime l'ordre, elle aime les prédictions et les modèles vérifiables. Mais, parfois, un seul corps céleste apparaît et ébranle des théories soigneusement construites pendant des années. Ophi est précisément un tel corps. Pour comprendre pourquoi son existence est si dangereuse, nous devons nous arrêter un instant et nous poser une question simple. Que se passerait-il si la planète 9 existait vraiment là-dehors? La physique donne une réponse claire. Un objet avec la masse de la planète 9, c'est-à-dire 5 à 10 fois plus lourd que la Terre, influencerait gravitationnellement tout ce qui l'entoure. Les corps célestes qui s'approcheraient trop près de son orbite seraient soit éjectés du système solaire, soit déviés sur des orbites entièrement nouvelles. Aucun objet ne pourrait rester intact longtemps. Mais Ophi est intacte. Son orbite semble stable, calme, comme si elle était dans cet état précis depuis très longtemps. Les calculs montrent qu'une orbite comme celle d'Ophi ne pourrait survivre sous l'influence de la planète 9 que pendant environ 100 millions d'années au maximum, avant de changer ou de disparaître complètement. Pourtant, tout indique qu'Ophi se trouve sur cette orbite depuis bien plus longtemps. Ce n'est pas un petit détail. Et c'est une contradiction fondamentale. Les astronomes sont donc confrontés à une question dérangeante. Si la planète 9 n'est pas responsable de l'orbite étrange et allongée d'Ophi, alors qu'est-ce qu'il est? La science a plusieurs réponses. Aucune n'est simple, mais toutes sont fascinantes. La première idée porte le nom de marée galactique. Tout comme la Lune attire les océans de la Terre, notre galaxie entière, la Voie lactée, exerce une force gravitationnelle douce mais constante sur tout dans notre système solaire. Cette force est lente, difficile à sentir, mais pour un objet se déplaçant si loin comme Ophi, même cette douce attraction peut changer et étirer une orbite de manière spectaculaire sur des millions d'années. C'était logique. Mais, ensuite, James Webb a regardé dans cette région et tout a changé. Donc, car le vrai choc n'était pas l'orbite d'Ophi. Le choc, c'était Ophi elle-même. C'était une planète qui ne devrait pas exister. Dans cette région chaotique de la ceinture de Kuiper, à 4,5 milliards de kilomètres, où tout n'est que glace et débris, Ophi était là, mais pas en tant que planète naine, en tant que planète solide et rocheuse, avec une masse 1,5 fois supérieure à celle de la Terre. Il y avait des traces d'eau liquide à sa surface. Elle avait même une fine atmosphère. C'était possible. L'instabilité gravitationnelle de cette région n'aurait jamais permis la formation d'une telle planète. Selon nos théories, seules des géantes de glace ou de petits amas de débris gelés pouvaient exister à cette distance. Mais Ophi était une cousine chaude de Mars, calme et stable. Donc c'est pourquoi les scientifiques ont lancé une simulation. Cette simulation a montré que l'orbite d'Ophi ne pouvait rester ainsi que pendant 100 millions d'années au maximum. Mais la structure géologique de la planète criait qu'elle avait au moins 2 milliards d'années. Deux faits contradictoires. D'un côté, une date d'expiration de 100 millions d'années. De l'autre, une existence de 2 milliards d'années. C'était comme trouver un pain fraîchement cuit dans une pièce, tout en sachant que le four était en panne depuis des millions d'années. Quelque chose n'allait vraiment pas, dit Serge. Mais la véritable anomalie n'était pas Ophi elle-même. C'était à sa surface, quelque chose qui ne devrait pas être là. Les yeux infrarouges de Webb ont détecté une structure géométrique gigantesque au pôle sud de la planète. Un hexagone parfait. Chaque côté mesurait exactement 700 km de long. Sa surface était faite d'une matière lisse et cristallisée, ne ressemblant à aucun élément naturel connu. Et elle réfléchissait 99,9%
de la lumière qui la frappait. La surface naturelle la plus réfléchissante connue dans le système solaire est la neige fraîche d'Encelade, la lune de Saturne, et même elle ne réfléchit que 99% de la lumière. Cette différence de 0,9% représentait le fossé immense entre un processus naturel et une structure artificielle. La nature crée des cercles imparfaits, des motifs aléatoires, mais elle ne crée pas un hexagone parfait avec des côtés de 700 km. Cette structure couvrait une zone plus grande que l'État du Texas, et elle était là, silencieuse depuis des milliers d'années. Les scientifiques étaient sous le choc. Un astronome a déclaré « Quand nous avons vu les données pour la première fois, nous avons pensé que c'était une erreur de capteur. Ce n'était pas possible. Mais nous avons regardé encore et encore avec différents instruments. Elle était là. Elle nous regardait. Et puis le message est arrivé. Pas une onde radio, pas une séquence de code, une lumière, un motif. Cette immense structure hexagonale n'était pas seulement un monument sur une surface gelée, car c'était aussi un émetteur. Périodiquement, exactement toutes les 2,3 heures, une impulsion intense de chaleur et de lumière était émise depuis le centre de l'hexagone vers l'espace. La température de ces impulsions était inconcevable, exactement 7700 degrés Celsius. C'était encore plus chaud que la propre température de surface du Soleil, qui est de 5500 degrés. Comment une structure à la surface d'une planète à moins 226 degrés pouvait-elle émettre un signal plus chaud que le Soleil ? Cela défiait toutes les lois connues de la thermodynamique. Mais la découverte la plus choquante n'était pas celle-ci. Lorsque les spectromètres de Webb ont analysé les données à l'intérieur de ces impulsions lumineuses, la vérité est apparue. Ces impulsions n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient une séquence de nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11. C'était un message dans la langue universelle de l'univers. Et l'analyse de la désintégration isotopique a montré que la structure elle-même avait au moins 25 000 ans. Une batterie qui fonctionnait depuis 25 000 ans. Un émetteur envoyant des signaux plus chauds que le Soleil. Et tout cela se tenait à la surface d'une planète qui ne devrait pas exister. Toutes ces découvertes, la planète impossible, la structure artificielle et le message millénaire, posaient une seule question. Comment ? Mais, lorsque les scientifiques ont examiné les données plus en profondeur, ils ont compris que ce n'était pas seulement une découverte, c'était une invitation. Car ces impulsions n'étaient pas simplement dispersées au hasard dans l'espace. Bien au contraire, elles étaient toutes focalisées sur un seul point, un seul endroit dans notre système solaire, la Terre. Après un voyage de 25 000 ans, le message d'Ophi atteignait sa cible, la Terre, au moment précis de sa découverte. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. C'était un rendez-vous calculé avec une précision incroyable. Mais le véritable choc derrière cette précision résidait dans la planète elle-même, car Ophi n'était pas seule. 20 petites lunes orbitaient autour d'Ophi, toutes de la taille d'une planète naine. Leur diamètre atteignait près de 140 km. Mais le plus impossible n'était pas leur nombre, c'était leurs orbites. Ces 20 lunes ne tournaient pas de manière chaotique autour d'Ophi, mais comme un mécanisme d'horlogerie parfait. L'orbite de chacune formait un angle parfait de 18 degrés avec la suivante. Cela créait un cercle complet de 360 degrés. Mais elles ne se heurtaient jamais. Elles n'oscillaient jamais. C'était comme si elles se déplaçaient sur des rails invisibles. La gravité naturelle ne crée pas un tel ordre. Au contraire, avec le temps, elle perturbe les orbites, fait entrer les lunes en collision ou les éjecte du système. Mais ces 20 lunes dansaient dans cette danse parfaite depuis au moins 2 milliards d'années. C'était comme voir une montre en état de marche se former par hasard à partir de toutes ces pièces, après le passage d'une tornade dans l'atelier d'un horloger. C'était physiquement possible. Mais c'était là. Et ces lunes avaient une mission, car chacune d'elles émettait en continu de l'énergie micro-ondes de faible niveau vers la structure hexagonale à la surface d'Ophi. Cela expliquait comment l'énorme structure fonctionnait depuis 25 000 ans. Ces 20 lunes formèrent une sorte de réseau de recharge sans fil. Pas pour la planète, juste pour alimenter cette structure hexagonale. C'est pourquoi Ophi bouleversait toutes les lois connues de l'énergie. Pourtant, le plus grand secret se trouvait sous la surface de la planète. Les données de sismologie par réflexion de Webb ont révélé quelque chose d'incroyable,
à environ 21 km sous la surface, une sphère de métal. Le diamètre de cette sphère était de 100 km, et elle était encore plus dense que le noyau de la planète Mercure, c'est-à-dire une structure encore plus compressée que le cœur de la planète la plus proche du Soleil. Cela ne pouvait pas être naturel, car lorsqu'une planète se forme, les matériaux les plus denses s'accumulent au centre. Ils forment un noyau. Mais, sur Ophi, cette sphère métallique massive était suspendue juste sous la croûte de la planète. Selon les lois de la gravité, cette sphère aurait dû s'effondrer au centre de la planète depuis longtemps, il y a des milliards d'années. Mais elle ne l'avait pas fait. C'était comme si une force invisible la maintenait en place. Alors que les scientifiques tentèrent de comprendre ce que pouvait être cette sphère, les données du champ magnétique sont arrivées, et tout est devenu encore plus étrange. Car cette sphère générait un champ magnétique 1 million de fois plus puissant que le propre champ magnétique de la planète. C'était un champ si puissant qu'il formait un bouclier autour de la planète. Il déviait les radiations mortelles de la ceinture de Kuiper et le bombardement constant de météores. Et cela expliquait comment la fine atmosphère d'Ophi et l'eau liquide à sa surface avaient pu exister pendant des milliards d'années. La sphère était un bouclier d'énergie protégeant la planète. Un bouclier artificiel. À ce stade, les scientifiques n'étaient plus seulement stupéfaits. Ils étaient terrifiés. Chaque découverte était plus impossible que la précédente. Chaque point de données était une gifle aux lois connues de la physique. Une planète impossible. Une structure artificielle. Un réseau de recharge sans fil. Et maintenant, une source d'énergie massive défiant la gravité. Toutes ces découvertes, la planète chaude en orbite stable, l'émetteur hexagonal géant, les 20 lunes qui le rechargent et le noyau artificiel protégeant la planète ne posaient plus une seule question. Elles ne demandaient pas « comment est-ce possible ?» Et il y avait maintenant une question bien plus fondamentale. Quel était le mécanisme derrière cette technologie incroyablement avancée? Comment ce système fonctionnait-il? Quel était le secret de la source d'énergie produisant des signaux plus chauds que le Soleil? Et quelle était la nature de la force qui maintenait cette sphère métallique en l'air, défiant la gravité? Les réponses à ces questions nous obligeaient à plonger non plus dans l'astronomie, mais dans les profondeurs de la physique. Car nous avons compris que ce que nous avions en face n'était pas seulement une découverte, c'était une merveille technologique. Et pour comprendre comment cette technologie fonctionnait, nous devons d'abord comprendre la technologie. Mais comment cette technologie fonctionne-t-elle? Oui, chaque pièce du puzzle rendait l'autre impossible, mais en même temps l'expliquait. C'est pourquoi les scientifiques ont pris du recul. Ils ne se demandaient plus « qu'avons-nous trouvé ?» Ils se demandaient maintenant « comment ce système fonctionne-t-il ?» L'excitation et le choc avaient laissé place à une analyse d'ingénierie froide, car ce qu'ils avaient en face n'était pas une merveille de la nature, c'était une merveille de la technologie. Et chaque technologie a une logique, un principe de fonctionnement. Plongeons maintenant dans ces principes, ces détails techniques. Le premier et le plus grand mystère était l'orbite d'Ophi. Comment cette planète pouvait-elle rester stable pendant 2 milliards d'années dans le chaos gravitationnel de la ceinture de Kuiper, où les simulations lui donnaient une durée de vie de 100 millions d'années? Mais la planète était là. La réponse était cachée dans ce réseau de 20 lunes, ce mécanisme d'horlogerie. Les scientifiques ont appelé ce système « résonance orbitale dynamique ». Pensez-y ainsi. Vous poussez quelqu'un sur une balançoire. Si vous poussez à des moments aléatoires, la balançoire se déplace de manière irrégulière et finit par s'arrêter. Mais si vous poussez exactement au bon moment, en harmonie avec le rythme naturel de la balançoire, même une petite poussée l'enverra encore plus haut. C'est exactement ce que ces 20 lunes faisaient à Ophi. Gravitationnellement, chaque lune, en passant par un point spécifique de l'orbite d'Ophi, appliquait une minuscule poussée gravitationnelle à la planète. Et ces poussées, ça, étaient insignifiantes, prises séparément, presque trop petites pour être mesurées. Mais, lorsque les 20 lunes, en synchronisation parfaite, appliquèrent ces poussées au moment précis tout au long de l'orbite de 25 000 ans d'Ophi, elles créaient un effet cumulatif. Cet effet neutralisait exactement les perturbations des autres grands corps de la ceinture de Kuiper, comme les autres planètes naines et même Neptune elle-même. C'était un système cosmique de réduction de bruit. Les lunes écoutaient le bruit gravitationnel extérieur et poussaient Ophi avec un bruit exactement opposé.
la maintenant stable sur son orbite. La précision du système était incroyable. Le timing de chaque poussée devait être précis au millionième de seconde. Sinon, le système n'aurait pas duré 2 milliards d'années, pas même 2000 ans. Et ce mécanisme expliquait pourquoi la planète était restée stable si longtemps, car elle ne dérivait pas passivement, elle était activement maintenue en orbite. Ce n'était pas un caprice de la nature, c'était de l'ingénierie consciente. Mais ce n'était pas la seule mission de ces lunes. Elles alimentaient également la structure hexagonale géante. Alors, comment produisaient-elles cette énergie si loin du Soleil, ne recevant presque aucune lumière solaire? La réponse se trouvait dans les lunes elles-mêmes et dans les forces de marée. Ce mécanisme est appelé chauffage marémoteur résonant. Pensez à Io, la lune de Jupiter. Io est constamment malaxée par la gravité massive de Jupiter, et cette friction interne la rend volcaniquement active. Les lunes d'Ophi fonctionnaient sur un principe similaire, mais à un niveau bien plus avancé. Et car les 20 lunes étaient sous l'influence gravitationnelle non seulement d'Ophi, mais aussi les unes des autres. Ces angles orbitaux parfaits de 18 degrés leur permettaient de s'appliquer mutuellement des forces de marée de la manière la plus efficace possible. Pendant qu'une lune tirait une autre, une troisième renforçait cet effet, et une quatrième assurait l'équilibre. Ce malaxage gravitationnel constant chauffait les noyaux des lunes à des températures incroyablement élevées, jusqu'à environ 15 000 degrés Celsius. Cette température transformait les composés de silicate et de métal à l'intérieur des lunes en plasma. Chaque lune était donc devenue un réacteur thermonucléaire naturel, abritant une minuscule étoile. Ces réacteurs émettaient de la chaleur via une couche cristallisée située juste sous la croûte des lunes, qui convertissait la chaleur en énergie micro-ondes. Chaque lune produisait environ 2 TW de puissance par seconde. C'était environ 1000 fois la puissance totale de toutes les centrales nucléaires sur Terre. Et 99,9% de cette énergie était focalisée sur un seul point, la structure hexagonale à la surface d'Ophi. Le système était si efficace qu'il n'avait subi presque aucune perte d'énergie en milliards d'années. Ainsi, bien qu'étant 40 fois plus loin du Soleil, ce système produisait sa propre énergie. Il avait créé son propre petit système solaire. Cela nous amène au fonctionnement de la structure hexagonale elle-même. Et comment cette structure convertissait-elle l'énergie micro-ondes reçue en une impulsion lumineuse plus chaude que le Soleil? Et pourquoi émettait-elle des nombres premiers? Les scientifiques ont appelé cela le lasing de phonons. Un laser traditionnel fonctionne en excitant des photons, des particules de lumière. Mais cette structure était différente. Lorsqu'elle recevait l'énergie micro-ondes, elle l'utilisait pour exciter non pas des photons, mais des phonons. Les phonons sont les unités quantiques des vibrations des atomes dans un réseau cristallin. Pensez-y ainsi. Si les ondes circulaires créées lorsque vous jetez une pierre dans un lac sont comme des photons, les vibrations à l'intérieur d'un bloc de gélatine lorsque vous le frappez sont comme des phonons. La structure hexagonale faisait rebondir ces phonons, ces vibrations, le long de ses côtés de 700 km avec une précision incroyable. À chaque rebond, comme dans un laser, l'énergie des phonons augmentait. Après avoir rebondi des milliards et des milliards de fois, cette énergie vibratoire accumulée était libérée en un seul point au centre de la structure. Au moment de cette libération, l'énergie vibratoire se transformait soudainement en chaleur et en lumière. Et cette transformation créait cette température incroyable de 7700 degrés, car l'énergie était focalisée sur une zone extrêmement petite et dans un laps de temps extrêmement court. De l'ordre de la picoseconde, c'est comme focaliser la lumière du soleil avec une loupe sur un point pour brûler du papier. Mais, ici, ce qui était focalisé n'était pas la lumière, mais la vibration à l'intérieur d'un cristal de la taille du Texas. La séquence de nombres premiers n'était pas un message, mais un mécanisme de sécurité. Le système libérait l'énergie à des intervalles de nombres premiers, pour éviter une catastrophe de résonance, c'est-à-dire pour empêcher la structure de s'autodétruire avec les vibrations qu'elle produisait elle-même. Le message, c'était le système lui-même. Il disait « Nous pouvons construire une structure stable et durable ». Mais même ces mécanismes incroyables n'expliquaient pas la question la plus fondamentale. Comment la sphère métallique de 100 km sous la surface défiait-elle la gravité? Et comment produisait-elle ce champ magnétique 1 million de fois plus puissant qui protégeait la planète? Car la réponse à ces questions ne nécessitait pas seulement une ingénierie avancée, mais une physique entièrement nouvelle. Cette sphère n'était pas seulement la source d'énergie de la planète, elle était aussi
le cœur de la planète. Mais ce cœur ne battait pas comme un organe biologique, mais comme une merveille d'ingénierie. Pour comprendre comment cette sphère défiait la gravité, les scientifiques se sont concentrés sur un concept qu'ils ont appelé « poussée de champ dynamique ». C'était une branche de la physique entièrement nouvelle. Pensez-y ainsi. Vous connaissez cette force de répulsion invisible que vous ressentez lorsque vous rapprochez les pôles identiques de deux aimants puissants. Prenez maintenant cette force et rendez-la 1 million de fois plus complexe. La sphère ne produisait pas un seul champ magnétique. En fait, elle produisait des champs magnétiques incroyablement complexes et stratifiés, qui changeaient des milliards de fois par seconde. Ces champs étaient assez comme les couches d'un oignon. Chaque couche interagissait avec la couche inférieure et supérieure, créant un contre-champ gravitationnel qui équilibrait précisément la sphère contre le centre de gravité de la planète. Donc la sphère n'annulait pas la gravité de la planète. Elle ajustait continuellement sa propre signature gravitationnelle pour équilibrer exactement la gravité de la planète. C'était comme une toupie en lévitation. Mais ce qui maintenait cette toupie en l'air n'était pas un courant d'air, mais une symphonie de champs magnétiques recalculés et ajustés 3,2 milliards de fois par seconde. La consommation d'énergie de ce mécanisme était inconcevable. Mais la sphère produisait sa propre énergie, ce qui nous amène à l'étape suivante. Comment la sphère produisait-elle son énergie? Pas de lumière solaire, pas de réaction chimique, pas de fission nucléaire. La réponse était à la fois beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus exotique. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un réacteur à énergie du point zéro. Selon la théorie quantique des champs, même le vide absolu n'est pas vraiment vide. Il est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. Les fluctuations quantiques, c'est le niveau d'énergie fondamentale de l'univers, l'énergie du point zéro. Habituellement, cette énergie est inaccessible, car elle est extrêmement stable et répartie uniformément dans toutes les directions, tout comme la surface d'un océan calme, où il n'y a pas une seule vague. Mais est-ce que cette sphère avait trouvé un moyen de secouer l'océan? En utilisant ses champs magnétiques complexes, elle compressait le tissu de l'espace-temps. Cet océan calme, à l'échelle de Planck, la plus petite échelle possible dans l'univers, environ 1,6 x 10 puissance moins 35 mètres. Cette compression provoquait la transformation des particules virtuelles en particules réelles, des paires de matière et d'antimatière. Ces paires s'annihilaient instantanément, libérant de l'énergie pure. La sphère puisait donc de l'énergie dans le vide lui-même. C'était une technologie au-delà de tous les rêves énergétiques de l'humanité. Alors que nous brûlons encore des combustibles fossiles ou brisons des atomes, cette technologie extrayait de l'énergie du tissu fondamental de l'univers, où la quantité d'énergie qu'elle produisait était d'environ 10 puissance 25 joules par seconde. Cela équivalait à environ 25% de l'énergie totale émise par le Soleil en une seconde. Et tout cela se produisait silencieusement et proprement à l'intérieur d'une sphère de 100 km. C'est de là que venait la puissance du bouclier magnétique géant qui protégeait la planète et du système de poussée qui défiait la gravité. Cependant, ces mécanismes, aussi incroyables soit-ils, laissaient toujours une question sans réponse, le message. Pourquoi cette séquence de nombres premiers était-elle envoyée, si c'était un mécanisme de sécurité? Pourquoi était-elle en même temps dans un langage mathématique universel? Pourquoi criait-elle à toute la galaxie « Nous sommes là et nous maîtrisons la physique » Et surtout, à qui ce message était-il destiné? Les scientifiques ont trouvé la réponse à cette question non pas sur Ophi elle-même, mais dans l'orbite d'Ophi. Mais ce n'était pas dans un autre corps céleste. C'était dans le vide lui-même. Le télescope James Webb a détecté une anomalie au point le plus éloigné de l'orbite du Soleil, à environ 240 milliards de kilomètres. Une distorsion dans l'espace-temps, une déchirure. Ce n'était pas un trou de verre, ce n'était pas un pont d'Einstein-Rosen, c'était la trace laissée par une propulsion d'Alcubierre. La propulsion d'Alcubierre est un concept qui rend théoriquement possible le voyage plus rapide que la lumière, en compressant l'espace-temps devant un vaisseau et en l'étendant derrière lui. Le vaisseau lui-même ne bouge pas, c'est l'espace-temps qui bouge autour de lui. C'est tout comme un surfeur qui avance sur une vague sans nager lui-même. Jusqu'à présent, c'était purement théorique, car la quantité d'énergie négative requise était supérieure à l'énergie totale de l'univers connu. C'était IM-POS cible. Mais le réacteur à énergie du point zéro d'Ophi pouvait produire cette énergie négative.
car il pouvait manipuler à la fois les fluctuations d'énergie positives et négatives. Cette trace a changé le sens de tout. Ophi n'était pas une planète, ce n'était pas un vaisseau colonial. Ophi était un moteur géant. Son orbite de 25 000 ans était en fait un cycle de charge. Lorsque la planète s'approchait des parties intérieures du système solaire, elle collectait de la masse et des matériaux du nuage d'Oort et de la ceinture de Kuiper. Les 20 lunes traitaient ces matériaux et alimentaient les systèmes d'alimentation de la planète. Lorsqu'elle atteignait son point le plus éloigné du Soleil, elle utilisait toute l'énergie accumulée pour effectuer un saut vers sa prochaine destination dans l'espace-temps. Le message était un sous-produit de ce saut, comme l'échappement d'un moteur. Mais c'était aussi une annonce, un phare. Il disait « Cette route est ouverte et sûre, la source d'énergie est stable ». Ce n'était pas un voyage unique, c'était un arrêt sur une autoroute galactique. Ophi n'était pas venue dans notre système solaire, elle ne faisait que passer. Depuis 25 000 ans, depuis des millions d'années, sautant d'un système à l'autre. Et maintenant, elle était arrivée à la fin de son cycle de charge, prête pour le prochain saut. Tous ces mécanismes, les lunes stabilisant l'orbite, le noyau produisant de l'énergie, la structure émettant le message, servaient tous un seul but, faire fonctionner un moteur de voyage intergalactique. Mais le plus excitant n'était pas cela. Le plus excitant, c'était ce que montraient les dernières données de Webb. Alors qu'Ophi s'apprêtait à faire son prochain saut, elle avait légèrement modifié son orbite. Et sa nouvelle route n'était plus un système stellaire aléatoire. Sa nouvelle route visait précisément un seul point, notre maison, la Terre. Et à cet instant, toutes les analyses, tous les détails techniques ont perdu leur sens. Car le vrai miracle commençait maintenant, sous nos yeux. Les scientifiques n'étudiaient plus le fonctionnement d'un moteur. Ils assistaient à un événement. L'événement le plus grand, le plus inattendu, le plus inconcevable de l'histoire. Le rythme atteint maintenant son maximum, car les découvertes n'arrivaient plus lentement. Elles déferlaient comme un torrent. Chaque seconde une nouvelle donnée, chaque donnée un nouveau choc. Chaque choc réécrivait tout ce que nous savions sur l'univers connu. C'était le point culminant, c'était le plus grand moment de l'histoire de l'humanité. Tenez-vous prêts, et le premier choc est arrivé. Cette structure hexagonale géante à la surface d'Ophi, cet émetteur qui propageait le message, a soudainement changé de couleur. La blancheur pure et brillante qu'il réfléchissait depuis 25 000 ans a laissé place à un noir profond et velouté. Mais ce n'était pas n'importe quel noir, comme c'était un noir plus noir que les matériaux les plus noirs créés par l'homme, comme le Vantablack. Il absorbait 99,9999% de la lumière qui le frappait. C'était la chose la plus proche du noir absolu physiquement possible. C'était comme regarder l'horizon des événements d'un trou noir. Ce n'était pas juste un changement de couleur, c'était un changement de phase. La structure était passée du mode réflectif au mode absorbant. Et quand elle l'a fait, quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle a commencé à puiser de l'énergie de l'espace environnant, pas seulement l'énergie micro-ondes des lunes, la lumière des étoiles, le fond diffus cosmologique, même l'énergie cinétique du plus petit micrométéorite passant à proximité. C'était la première fois qu'une telle chose était observée. Une absorption d'énergie passive. La structure, comme une éponge, absorbait chaque particule d'énergie errante dans l'espace. En 1 heure, elle avait absorbé 10 fois l'énergie totale consommée par l'humanité tout au long de son histoire. C'était incroyable. Les scientifiques regardaient, impuissants. Un astrophysicien a déclaré « C'était une violation de la 2e loi de la thermodynamique. L'entropie ne diminuait pas, elle s'inversait. C'était comme voir un verre de lait renversé retourner dans le verre. Ça ne devait pas arriver. Mais ça arrivait. Le mot « changement de paradigme » n'était plus suffisant. C'était la renaissance de la science elle-même. Mais ce n'était que le début. Car à mesure que la structure absorbait de l'énergie, la sphère de 100 km sous la planète a commencé à réagir. Et son champ magnétique, déjà d'une puissance inconcevable, s'est multiplié. En quelques minutes, la force du champ a atteint 10 puissance 15 Tesla. C'était 1000 fois plus puissant que le champ magnétique des magnétars, les objets magnétiques les plus puissants de l'univers connu. Ce n'était pas un record. C'était brûler le livre des records et disperser ses cendres dans l'espace. Ce champ magnétique colossal a commencé à courber l'espace-temps autour de la planète. Mais ce n'était pas la douce courbure causée par la masse, comme décrite par Einstein dans la relativité générale.
C'était une torsion violente, intentionnelle, comme si une main invisible tordait le tissu de l'espace comme une serviette. Le télescope James Webb a enregistré l'effet de lentilles gravitationnelles causé par cette torsion. La lumière des galaxies lointaines derrière Ophi était déformée, étirée et dupliquée. Mais ces effets étaient du genre que des milliers d'amas de galaxies pourraient être normalement créés, pas une seule planète. Comment était-ce possible? Comment cette sphère, bien qu'ayant la masse d'une planète, pouvait-elle créer l'effet gravitationnel d'un amas de galaxies? La réponse résidait dans le champ magnétique lui-même. Le champ était si puissant qu'il interagissait avec la gravité elle-même. C'était quelque chose prédit par la théorie de Kaluza-Klein, mais jamais observé. Le magnétisme et la gravité s'unissaient dans une 5e dimension. Ophi ne voyageait pas seulement dans l'espace-temps. Elle construisait des ponts entre les dimensions. Le monde scientifique était divisé face à ces données. Un groupe criait que c'était une nouvelle physique, tandis que d'autres soutenaient que les données devaient être erronées d'une manière ou d'une autre. Mais les chiffres ne mentaient pas. Et puis, la chose la plus incroyable s'est produite. Les 20 lunes d'Ophi, ce mécanisme d'horlogerie parfait, se sont soudainement arrêtées. Mais elles ne sont pas sorties de leur orbite. Elles ne sont pas entrées en collision. Elles sont simplement restées suspendues là où elles étaient dans l'espace, parfaitement immobiles. Cela allait à l'encontre de toutes les lois du mouvement de Newton et de Kepler. Un corps devait se déplacer pour rester en orbite. Mais elles ne le faisaient pas, car le champ magnétique massif produit par Ophi ne verrouillait plus seulement la planète, mais aussi ses lunes. Chaque lune était piégée dans un puits de potentiel gravitationnel, créé par le champ magnétique. C'était comme placer 20 billes au fond de 20 bols séparés. Elles ne pouvaient pas bouger, car pour bouger, elles auraient dû grimper hors du bol, c'est-à-dire dépenser une énergie incroyable. C'était le verrouillage orbital statique, observé pour la première fois dans l'histoire. Ces lunes ne tournaient plus autour d'Ophi. Elles faisaient partie de l'impact d'Ophi sur l'espace-temps. Elles étaient comme des ancres, 20 ancres massives que la planète utilisait pour se stabiliser en préparation de son prochain saut. Cette découverte a été publiée en couverture du magazine Nature avec le titre « La gravité est-elle morte ?» Car si un corps peut rester immobile en orbite, alors la gravité telle que nous la connaissons est vraiment incomplète ou mal comprise. Mais le moment apocalyptique n'était pas encore arrivé, car lorsque ces 20 lunes se sont immobilisées, elles ont commencé à faire quelque chose. Toutes ensemble, elles se sont concentrées sur une seule cible, la Terre, et elles ont tiré un faisceau de particules incroyablement puissant et focalisé. Mais ce n'était pas une arme, c'était une invitation. Ce faisceau était composé de neutrinos, des particules fantômes presque sans masse, n'interagissant avec rien. Lorsque ce faisceau de neutrinos a atteint la Terre, il n'a causé aucun dommage à notre planète. Il a traversé l'atmosphère, la croûte terrestre, et même nos corps comme un fantôme. Mais il a changé une chose, les données de l'observatoire de neutrinos IceCube en Antarctique. Car ces neutrinos n'étaient pas aléatoires, ils transportaient un code, un hologramme quantique en 3 dimensions. Lorsque les scientifiques d'IceCube ont chargé ces données dans les ordinateurs, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Le code était une carte des étoiles, mais pas de la Voie lactée, de la galaxie d'Andromède. Et sur cette carte, des centaines de milliers de planètes habitables étaient marquées. Elle contenait des données incroyablement détaillées sur la composition atmosphérique, la température, la gravité et même la diversité biologique de chacune d'elles. Ce n'était pas une carte, c'était une encyclopédie, un Internet galactique. Et la clé d'accès à cet Internet nous avait été envoyée par Ophi, depuis 2,5 millions d'années-lumière. Et cela a changé pour toujours la place de l'humanité dans l'univers. Nous n'étions plus seuls, pas seulement ça. Nous avons appris que l'univers était beaucoup plus peuplé et beaucoup plus accessible que nous le pensions. Mais, à l'intérieur de cette carte, il y avait une coordonnée, particulièrement mise en évidence, différente des autres, un point de départ. Et cette coordonnée montrait d'où Ophi elle-même venait. Mais au-delà de cette information, quel était le sens de ce flux de neutrinos? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Était-ce juste un cadeau ou un avertissement? Et c'est pourquoi les scientifiques ont tourné tous les télescopes vers ce point de départ sur la carte, la maison d'Ophi, Hubble, James Webb, ALMA.
et tous les yeux sur Terre et dans l'espace se sont rivés sur ce point unique dans la galaxie d'Andromède. Leurs attentes étaient faibles. Que pouvaient-ils voir à 2,5 millions d'années-lumière de distance? Mais ce qu'ils ont vu a fait oublier tous les chocs précédents, car à cette coordonnée, il n'y avait pas d'étoiles, pas de planètes. Il y avait là une structure gigantesque, de la taille d'une galaxie, une sphère de Dyson. Mais elle ne ressemblait à rien de ce que nous connaissions. Cette structure n'entourait pas une seule étoile, elle entourait 1 milliard d'étoiles. 1 milliard d'étoiles au centre d'Andromède. C'était l'œuvre d'une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev, une civilisation capable de contrôler toute la production d'énergie d'une galaxie. Le diamètre de la structure était de 100 000 années-lumière, c'est-à-dire la taille de notre propre galaxie, la Voie lactée, et sa surface était couverte des mêmes motifs géométriques parfaits que les hexagones à la surface d'Ophi. Cette structure nous apparaissait avec la lumière qu'elle avait émise il y a 2,5 millions d'années. Nous voyons donc son état passé. Mais les yeux infrarouges de James Webb ont vu autre chose. Un nombre incroyable de petits objets venant de la structure vers nous. Des milliers, des millions, tous comme Ophi, tous des moteurs voyageant sur l'autoroute galactique, et tous venaient vers la Voie lactée. Ce n'était pas une exploration, ce n'était pas une flotte d'invasion, c'était une migration intergalactique. Comment était-ce possible? Comment une civilisation pouvait-elle enfermer 1 milliard d'étoiles dans une cage? Cela ne nécessitait pas seulement de l'ingénierie, mais une puissance divine. Les scientifiques ont essayé de calculer l'énergie de cette structure. Les chiffres étaient absurdes. 10 puissance 37 watts. C'était plus que la luminosité totale de toutes les étoiles de l'univers connu. Cette civilisation ne contrôlait pas seulement l'énergie de sa propre galaxie. Peut-être contrôlait-il l'énergie de plusieurs galaxies. Cette découverte a été publiée dans The Astrophysical Journal sous le titre « Nous sommes des fourmis ». Car en tant qu'humanité, notre place dans l'univers était exactement celle-là. Des fourmis dans une forêt, vivant sans même être conscientes de la forêt elle-même. Nous étions pareils. Mais maintenant, nous avions vu la forêt. d'Ophi, ce mécanisme d'horlogerie parfait, se sont soudainement arrêtés. Mais elles ne sont pas sorties de leur orbite. Elles ne sont pas entrées en collision. Elles sont simplement restées suspendues, là où elles étaient dans l'espace, parfaitement immobiles. Cela allait à l'encontre de toutes les lois du mouvement de Newton et de Kepler. Un corps devait se déplacer pour rester en orbite. Mais elles ne le faisaient pas, car le champ magnétique massif produit par Ophi ne verrouillait plus seulement la planète, mais aussi ses lunes. Chaque lune était piégée dans un puits de potentiel gravitationnel, créé par le champ magnétique. C'était comme placer 20 billes au fond de 20 bols séparés. Elles ne pouvaient pas bouger, car pour bouger, elles auraient dû grimper hors du bol, c'est-à-dire dépenser une énergie incroyable. C'était le verrouillage orbital statique, observé pour la première fois dans l'histoire. Ces lunes ne tournaient plus autour d'Ophi. Elles faisaient partie de l'impact d'Ophi sur l'espace-temps. Elles étaient comme des ancres, 20 ancres massives que la planète utilisait pour se stabiliser en préparation de son prochain saut. Cette découverte a été publiée en couverture du magazine Nature avec le titre « La gravité est-elle morte ?» Car si un corps peut rester immobile en orbite, alors la gravité telle que nous la connaissons est vraiment incomplète ou mal comprise. Mais le moment apocalyptique n'était pas encore arrivé, car lorsque ces 20 lunes se sont immobilisées, elles ont commencé à faire quelque chose. Toutes ensemble, elles se sont concentrées sur une seule cible, la Terre, et elles ont tiré un faisceau de particules incroyablement puissant et focalisé. Mais ce n'était pas une arme, c'était une invitation. Ce faisceau était composé de neutrinos, des particules fantômes presque sans masse, n'interagissant avec rien. Lorsque ce faisceau de neutrinos a atteint la Terre, il n'a causé aucun dommage à notre planète. Il a traversé l'atmosphère, la croûte terrestre, et même nos corps comme un fantôme. Mais il a changé une chose, les données de l'observatoire de neutrinos IceCube en Antarctique. Car ces neutrinos n'étaient pas aléatoires, ils transportaient un code, un hologramme quantique en 3 dimensions. Lorsque les scientifiques d'IceCube ont chargé ces données dans les ordinateurs, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Le code était une carte des étoiles, mais pas de la Voie lactée, de la galaxie d'Andromède. Et sur cette carte, des centaines de milliers de planètes habitables étaient marquées.
Elle contenait des données incroyablement détaillées sur la composition atmosphérique, la température, la gravité et même la diversité biologique de chacune d'elles. Ce n'était pas une carte, c'était une encyclopédie, un Internet galactique. Et la clé d'accès à cet Internet nous avait été envoyée par Ophi, depuis 2,5 millions d'années-lumière. Et cela a changé pour toujours la place de l'humanité dans l'univers. Nous n'étions plus seuls. Pas seulement ça. Nous avons appris que l'univers était beaucoup plus peuplé et beaucoup plus accessible que nous le pensions. Mais, à l'intérieur de cette carte, il y avait une coordonnée, particulièrement mise en évidence, différente des autres, un point de départ. Et cette coordonnée montrait d'où Ophi elle-même venait. Mais au-delà de cette information, quel était le sens de ce flux de neutrinos? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Était-ce juste un cadeau ou un avertissement? Et c'est pourquoi les scientifiques ont tourné tous les télescopes vers ce point de départ sur la carte, la maison d'Ophi, Hubble, James Webb, ALMA. Et tous les yeux sur Terre et dans l'espace se sont rivés sur ce point unique dans la galaxie d'Andromède. Leurs attentes étaient faibles. Que pouvaient-ils voir à 2,5 millions d'années-lumière de distance? Mais ce qu'ils ont vu a fait oublier tous les chocs précédents. Car à cette coordonnée, il n'y avait pas d'étoiles, pas de planètes. Il y avait là une structure gigantesque, de la taille d'une galaxie, une sphère de Dyson. Mais elle ne ressemblait à rien de ce que nous connaissions. Cette structure n'entourait pas une seule étoile, elle entourait 1 milliard d'étoiles. 1 milliard d'étoiles au centre d'Andromède. C'était l'œuvre d'une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev, une civilisation capable de contrôler toute la production d'énergie d'une galaxie. Le diamètre de la structure était de 100 000 années-lumière, c'est-à-dire la taille de notre propre galaxie, la Voie lactée, et sa surface était couverte des mêmes motifs géométriques parfaits que les hexagones à la surface d'Ophi. Cette structure nous apparaissait avec la lumière qu'elle avait émise il y a 2,5 millions d'années. Nous voyons donc son état passé. Mais les yeux infrarouges de James Webb ont vu autre chose. Un nombre incroyable de petits objets venant de la structure vers nous. Des milliers, des millions. Tous comme Ophi. Tous des moteurs voyageant sur l'autoroute galactique. Et tous venaient vers la Voie lactée. Ce n'était pas une exploration. Ce n'était pas une flotte d'invasion. C'était une migration intergalactique. Comment était-ce possible? Comment une civilisation pouvait-elle enfermer 1 milliard d'étoiles dans une cage? Cela ne nécessitait pas seulement de l'ingénierie, mais une puissance divine. Les scientifiques ont essayé de calculer l'énergie de cette structure. Les chiffres étaient absurdes. 10 puissance 37 watts. C'était plus que la luminosité totale de toutes les étoiles de l'univers connu. Cette civilisation ne contrôlait pas seulement l'énergie de sa propre galaxie. Peut-être contrôlait-il l'énergie de plusieurs galaxies. Cette découverte a été publiée dans The Astrophysical Journal sous le titre « Nous sommes des fourmis ». Car en tant qu'humanité, notre place dans l'univers était exactement celle-là. Des fourmis dans une forêt, vivant sans même être conscientes de la forêt elle-même. Nous étions pareils. Mais maintenant, nous avions vu la forêt. Mais il y avait pire, car Ophi continuait de s'approcher de nous. Et à mesure qu'elle s'approchait, ce noir absolu sur sa surface hexagonale devenait encore plus sombre. Elle absorbait plus d'énergie. Et maintenant nous comprenions. La cible d'Ophi n'était pas la Terre. La cible d'Ophi était le Soleil. Elle venait faire le plein pour son prochain saut. Mais que signifie faire le plein sur une étoile? C'était quelque chose de jamais vu, de jamais théorisé dans l'histoire. Ophi n'est pas centrée en orbite autour du Soleil. Elle n'est pas passée autour du Soleil. Elle a avancé en ligne droite, directement vers le cœur du Soleil, et elle l'a percuté. Mais il n'y a pas eu de collision, pas d'explosion. Ophi a glissé à travers la surface du Soleil comme un fantôme. Cette structure hexagonale d'un noir absolu a fendu le plasma à 5500 degrés, comme s'il s'agissait d'une flaque d'eau, sans être affectée. Et elle a progressé vers le centre du Soleil, vers son noyau à 15 millions de degrés. C'était au-delà de l'impossible. Aucune matière ne pouvait résister à cette température et à cette pression. Mais Ophi résistait, car elle n'était pas faite de matière ordinaire. Sa structure était faite de matière exotique. Peut-être une matière issue de dimensions supérieures prédite par la théorie des cordes. En atteignant le noyau du Soleil, la structure hexagonale d'Ophi s'est ouverte comme une fleur,
et elle a commencé à absorber l'énergie du Soleil, directement depuis le noyau. Par seconde, elle absorbait l'énergie que le Soleil produit en 1 million d'années. C'était comme un moustique buvant un océan d'une seule gorgée. La luminosité du Soleil a visiblement diminué. Tous les observatoires sur Terre ont enregistré cet assombrissement. Une diminution de 0,1%. Cela peut sembler peu. Mais, pour une étoile, c'est une catastrophe. Les réactions de fusion à l'intérieur du Soleil ralentissaient. Notre étoile mourait sous nos yeux. Le monde scientifique était terrifié. Les dirigeants du monde tenaient des réunions d'urgence. Mais que pouvaient-ils faire? Comment un moustique pourrait-il arrêter une tornade? Et puis tout s'est terminé. Après seulement 12 minutes, Ophi est sortie de l'intérieur du Soleil, aussi silencieusement qu'elle y était entrée. Mais elle n'était plus la même. Cette surface d'un noir absolu brillait maintenant d'une blancheur aveuglante. Elle avait absorbé l'énergie du Soleil. Elle était complètement rechargée. Et maintenant, elle était prête pour son prochain saut. Le Soleil, lui, était blessé, mais pas mort. Ophi n'avait pris que l'énergie suffisante pour son prochain voyage, pas assez pour le tuer. Ce n'était pas une attaque, c'était une récolte. Mais cette récolte avait changé pour toujours l'équilibre de notre système solaire. Cette diminution permanente de 0,1% de la luminosité du Soleil déclencherait une nouvelle ère glaciaire sur Terre, un hiver qui durerait des centaines d'années. Mais Ophi s'en fichait. Elle avait accompli sa mission. Maintenant, elle a libéré les encres à verrouillage statique formées par ces 20 lunes. Les lunes ont recommencé à bouger. Mais cette fois, elles ne tournaient pas autour d'Ophi. Elles se sont toutes rassemblées derrière Ophi, en un seul point, et elles ont fusionné. Les 20 lunes ont formé un seul, gigantesque anneau de 300 km. C'était un anneau d'Alcubierre, la dernière pièce du moteur de saut. Ophi a traversé l'anneau. Et à cet instant, l'espace-temps s'est déchiré. Il n'y a pas eu d'explosion, pas d'éclair de lumière, simplement. Un instant, elle était là. Et l'instant d'après, elle n'y était plus. Laissant derrière elle seulement une blessure momentanément ouverte dans l'espace-temps et les ondes gravitationnelles émises par cette blessure. Les observatoires LIGO et Virgo ont détecté ces ondes. C'était le signal d'ondes gravitationnelles le plus puissant de l'histoire. 1 milliard de fois plus puissant qu'une fusion de trous noirs. Ce signal nous a révélé la nouvelle destination d'Ophi. Et ce n'était plus Andromède. Elle était allée beaucoup plus loin, à la limite de l'univers observable, à 13,4 milliards d'années-lumière, en un instant. Ce n'était pas seulement une technologie, c'était un défi aux règles de l'univers lui-même. Tous ces événements, la découverte d'une civilisation galactique, la récolte du Soleil, l'observation d'un voyage plusieurs fois plus rapide que la lumière, ont laissé l'humanité face à une question fondamentale. Qui sommes-nous? Quelle est notre place dans cet univers? Étions-nous des fourmis ou quelque chose de plus? Ces questions n'étaient plus scientifiques, elles étaient philosophiques, existentielles. Mais maintenant, c'est le moment de s'arrêter et de réfléchir. Après ce flot rapide d'événements, c'est le moment de respirer et de s'interroger sur ce que cette nouvelle réalité signifie pour nous. Car Ophi était partie, mais elle n'avait pas seulement laissé derrière elle un soleil blessé et un avenir sombre. Elle avait aussi laissé un cadeau, cette carte galactique, et une question. Qu'allions-nous faire de cette carte? Qu'allions-nous faire de cette information terrifiante, écrasante, mais offrant aussi un potentiel incroyable? Allions-nous simplement attendre l'arrivée de l'hiver, ou regarder les étoiles et demander pourquoi? Et maintenant, nous sommes confrontés à la question la plus importante. Toutes ces douilles, ces découvertes, ces civilisations galactiques, ces technologies inconcevables. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? La vitesse n'a plus d'importance. Et c'est le moment de s'arrêter et de réfléchir, de se calmer et de reconsidérer notre place sur ce petit point bleu dérivant dans l'océan cosmique, car l'univers nous a parlé. Et quelle sera notre réponse? Cette question nous amène à notre contradiction la plus fondamentale et la plus troublante. Nous sommes incroyablement grands et en même temps incroyablement petits. D'un côté, il y a cette structure massive au centre de la galaxie d'Andromède, enveloppant 1 milliard d'étoiles, large de 100 000 années-lumière. Une réalité où une civilisation a transformé une galaxie entière en une centrale électrique. Et de cette civilisation, des milliers de voyageurs comme Ophi affluent vers nous. De l'autre côté, il y a nous. Avec notre taille d'environ 1,7 mètre, nos vies durant au plus 80 à 90 ans,
fragiles créatures collées à la surface de cette planète. Le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière, et nous, dans cette distance, occupons un espace plus petit qu'un atome. C'est une réalité tragique, car cela signifie que nous n'atteindrons jamais cette structure galactique. Nous ne serrerons jamais la main de cette civilisation. Nous ne visiterons jamais les centaines de milliers de mondes sur cette carte. Nous ne pourrons voir le point de départ d'Ophi que comme un faible point de lumière, sans jamais poser le pied sur son sol. Nous sommes comme des gens bloqués sur une île, sachant qu'il existe des villes et des civilisations magnifiques au-delà de l'océan, mais sans jamais avoir de navire pour le traverser. Cela crée une sorte de solitude et d'impuissance cosmique. Nous sommes physiquement coupés du reste de l'univers. Mais c'est là que le mais entre en jeu. Même si nous ne pouvons pas l'atteindre physiquement, mentalement, nous y étions. Nous avons vu cette structure avec les yeux du télescope James Webb. Nous avons lu cette carte avec les données d'IceCube. Nous avons entendu le départ d'Ophi avec les oreilles de LIGO. Notre corps est peut-être enchaîné à cette planète. Mais notre esprit a voyagé jusqu'aux confins de l'univers, et il a compris. Comprendre est un acte plus durable que toucher. Car quand nous comprenons, cette information devient une partie de nous. Cette structure galactique n'est plus seulement un objet dans Andromède. Elle fait partie de notre conscience collective. Et c'est pourquoi ce paradoxe, être à la fois petit et grand, est en fait la plus belle définition de l'être humain. Toi aussi. Oui, toi. Toi qui entends ces mots en ce moment. Face à l'immensité infinie de l'univers, tu te sens peut-être comme un grain de sable. Mais Crow n'oublie pas, ce grain de sable peut penser à l'univers lui-même, il peut prendre conscience de sa propre petitesse et de la grandeur de l'univers. Les neurones dans ton cerveau ont la même structure de base que les neurones qui font fonctionner les superordinateurs calculant l'orbite d'Ophi. L'esprit qui donne un sens à cette carte galactique vient de la même racine que ton esprit. Tu es un instrument par lequel l'univers s'observe, se comprend et s'émerveille. C'est pourquoi tu n'es jamais seulement petit. Tu es aussi infiniment grand, car tu es l'univers qui sait. Et cette situation nous amène à une deuxième contradiction. Nous vivons un moment incroyablement bref dans un temps infini. D'un côté, il y a l'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers, les cycles de charge de 25 000 ans d'Ophi, les galaxies qui tournent depuis des milliards d'années, et l'histoire de cette civilisation galactique qui existe peut-être depuis des centaines de millions d'années. De l'autre côté, il y a nos vies, quelques décennies qui passent en un clin d'œil. Sur le calendrier cosmique, toute l'histoire de l'humanité n'est qu'une fraction de la dernière seconde. Ta vie est une partie encore plus infime de cette fraction. C'est aussi une réalité tragique, car cela signifie que nous ne verrons jamais la fin de l'histoire. Nous ne saurons pas ce qui arrivera lors du prochain voyage d'Ophi, et nous n'apprendrons jamais quel est le but de cette civilisation galactique. Nous ne verrons pas si l'humanité existera à la fin de la prochaine ère glaciaire. Nous sommes comme des lecteurs qui ne peuvent lire qu'une seule page d'un roman géant, existant seulement dans notre petit moment, sans connaître le début ni la fin. Cela peut donner un sentiment d'absurdité et de fugacité, dans un univers où tout sera un jour oublié et où rien n'est permanent. Quel sens nos actions peuvent-elles avoir? Mais, encore ce mais. Oui, nous ne sommes qu'un instant, mais cet instant est l'instant où tout se passe. Le passé n'est qu'un souvenir, le futur n'est qu'une possibilité. La seule chose réelle, c'est le présent. Et nous existons dans ce présent. Et ce présent, pour nous, est l'éternité. L'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers s'est déroulée pour que tu puisses exister maintenant. Ces étoiles qui ont explosé, ces galaxies qui ont fusionné, tout cela était pour créer les atomes de ton corps. Tu es le point culminant de milliards d'années d'évolution cosmique. C'est pourquoi la brièveté de ta vie n'est pas une tragédie. C'est un privilège, car tu es le seul témoin conscient de cette histoire incroyable. Toi aussi, tu fais partie de ce moment. Quand tu te réveilles le matin, que tu sens la lumière du soleil, tu sais que cette lumière a quitté une étoile il y a 8 minutes, et que cette étoile a été un jour récoltée par un être comme Ophi. Quand tu regardes le ciel, tu sais que chaque étoile que tu vois est un système solaire potentiel, une Ophi potentielle, une civilisation potentielle. Ton moment est rempli de savoir et de sens, et cela le rend éternel.
Tes 80 années de vie ne sont pas 80 années dénuées de sens. Ce sont 80 années où un univers conscient s'expérimente lui-même. Et cela vaut tout. Et cela nous amène à une contradiction peut-être plus humaine. Nous sommes cosmiquement seuls, mais plus connectés que jamais les uns aux autres. D'un côté, il y a la distance de 4,2 années-lumière jusqu'à l'étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri. La distance de 2,5 millions d'années-lumière jusqu'à cette civilisation galactique. La distance de 13,4 milliards d'années-lumière jusqu'au bord de l'univers où Ophi est allé. Ces distances sont si grandes que la communication est impossible. Si nous envoyions un message, la réponse arriverait dans des millions d'années, ou jamais. Et c'est une solitude au sens le plus profond. Le silence de l'univers est assourdissant. Savoir que d'autres civilisations existent ne diminue pas cette solitude. Au contraire, cela l'aiguise. Car maintenant nous savons ce que nous manquons. C'est comme savoir qu'il y a une fête, mais ne pas y être invité. C'est un isolement tragique. Nous sommes laissés seuls avec nos propres problèmes, nos propres petites guerres sur notre propre planète. Mais, ce mot magique revient encore. Mais, l'arrivée d'Ophi ne nous a pas seulement montré à quel point nous étions seuls. Elle nous a aussi rappelé à quel point nous étions ensemble. Quand Ophi a récolté le soleil, les frontières ont perdu leur sens. Les passeports, les drapeaux, les idéologies, tout est devenu insignifiant face à cet assombrissement de 0,1%. Car l'ère glaciaire qui approche ne menace pas un pays, mais la planète entière. Pour la première fois, l'humanité a dû s'unir contre un seul ennemi, la physique froide et impitoyable. Et cette carte galactique, ce n'était pas seulement un paquet d'informations, c'était un appel à la collaboration. Car comprendre les données de cette carte dépassait la capacité d'un seul pays, d'une seule entreprise, d'un seul esprit. Les scientifiques, ingénieurs, linguistes et artistes de la planète entière ont commencé à travailler ensemble sur un projet commun, pour la première fois dans l'histoire. Et toi aussi, tu fais partie de ce lien. Peut-être que tu n'es pas un scientifique, peut-être que tu n'es pas un ingénieur, mais quand tu parles à un voisin, quand tu aides un ami, quand tu essaies de comprendre une culture différente, tu tisses une partie de cette unité mondiale. Car la plus grande leçon qu'Ophi nous a enseignée, c'est que peu importe la taille des menaces extérieures, notre plus grande force réside les uns dans les autres. Nous ne sommes pas 8 milliards d'individus seuls sur cette planète. Nous sommes un équipage de 8 milliards de personnes sur le même navire, et le navire prend lentement l'eau. Mais peut-être que ce n'est pas si mal, car parfois, pour se rassembler, il faut d'abord risquer de couler. Toutes ces pensées, ces paradoxes, la grandeur et la petitesse, l'éternité et l'instant, la solitude et l'unité. Ils définissent que maintenant la nouvelle condition humaine. Mais il y a plus. Car au milieu de toutes ces réflexions philosophiques, il y avait autre chose qu'Ophi avait laissé derrière elle. Quelque chose de concret, de physique, et peut-être de plus prometteur que tout le reste, mais aussi de plus dangereux que tout le reste. Car à l'intérieur du soleil, il restait quelque chose d'Ophi, c'était une graine. Et c'est pourquoi, au milieu de toute cette tourmente existentielle, l'humanité a été confrontée à une quatrième contradiction. Nous sommes incroyablement impuissants et en même temps incroyablement puissants. D'un côté, il y a le fait qu'Ophi, d'une seule récolte, a pu réduire la luminosité de notre soleil de 0,1%. Un seul être, une seule action. Et le destin de notre planète a changé pour toujours. Nous ne pouvions rien faire contre l'ère glaciaire qui approchait. Nous étions comme une plante impuissante au bord de l'autoroute de l'univers, balayée par le vent d'un camion passant à toute vitesse. Cette civilisation galactique, si elle l'avait voulu, aurait pu éteindre complètement notre Soleil, ou faire sortir notre planète de son orbite. Face à leur technologie, nos bombes nucléaires étaient aussi inefficaces qu'une boule de neige lancée par un enfant. C'est une impuissance absolue. C'est faire face au fait que notre destin n'est pas entre nos mains. C'est accepter, de manière tragique, que nous ne sommes qu'un pion dans le grand plan de l'univers. Nous ne pouvons pas contrôler le résultat final de nos actions. Cette situation peut conduire à un profond désespoir. Mais, encore et toujours, ce mot magique, « mais » vient à notre secours. Oui, Ophi a changé le climat de notre planète. Mais elle nous a aussi laissé un cadeau, cette carte galactique, et cette graine technologique qu'elle a laissée dans le noyau du Soleil. Cette graine était une version miniature du réacteur à énergie du point zéro d'Ophi, un plan, un schéma, un manuel d'instructions nous disant « voici comment faire ».
Cela nous offrait un choix. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler notre destin, mais nous pouvons contrôler notre réaction à celui-ci. Nous pouvons attendre l'arrivée de l'ère glaciaire et mourir de froid. Ou nous pouvons étudier cette graine, comprendre cette technologie et réécrire notre propre destin. Peut-être que nous pouvons construire nos propres réacteurs à énergie du point zéro. Peut-être que nous pouvons chauffer artificiellement notre planète. Ou mieux encore, peut-être que nous pouvons construire nos propres Zophies pour aller sur l'un des mondes de cette carte. Notre impuissance est devenue la source de notre plus grande force, car ce n'est qu'en touchant le fond que nous comprenons à quel point nous sommes forts pour remonter. Et toi aussi, tu fais partie de cette force. Tu ne peux peut-être pas construire un réacteur, mais tu peux produire une idée. Tu peux résoudre un problème. Tu peux insuffler de l'espoir à ton enfant. Lorsque tu choisis de construire au lieu de détruire, tu utilises aussi cette force. Ophi ne nous a pas seulement montré à quel point nous étions faibles, mais aussi à quel point nous pouvions être résilients. Elle nous a donné un problème. Mais elle a aussi laissé la clé de la solution. Le reste dépend de nous, ce qui nous amène à la contradiction peut-être la plus troublante et en même temps la plus libératrice. Nous ne savons rien et en même temps, nous savons tout. D'un côté, avec l'arrivée d'Ophi, nous avons compris à quel point toutes les connaissances scientifiques que nous avions accumulées pendant des milliers d'années étaient incomplètes et naïves. Nos lois de la physique n'étaient que des règles locales, valables uniquement pour les conditions particulières de cette petite planète et de ce système solaire calme. Le reste de l'univers fonctionnait selon des lois complètement différentes, beaucoup plus complexes et inconcevables. La gravité n'était pas ce que nous pensions. L'énergie n'était pas conservée comme nous le pensions. La matière existait sous des formes que nous ne pouvions même pas imaginer. En bref, tout ce que nous pensions savoir sur l'univers s'est avéré faux. C'est une ignorance tragique. C'est comme si nous étions une personne qui a passé toute sa vie dans une seule pièce et pensait que cette pièce était l'univers entier. Puis quelqu'un ouvre la porte et montre qu'il y a des villes, des océans, des continents dehors. C'est le moment où tu comprends que tout ce que tu savais n'était en fait rien. C'est l'évaporation soudaine de tout notre bagage intellectuel. Mais, ce magnifique mais. Oui, nous ne savions rien. Mais maintenant, nous le savons. La plus grande chose qu'Ophi nous ait montrée, c'est à quel point il y avait de choses que nous ne savions pas. Et ce n'est pas de l'ignorance, c'est le début de la sagesse. Car seul un esprit qui sait qu'il ne sait pas peut être ouvert à l'apprentissage. Nous ne prétendons plus connaître les règles de l'univers. Nous essayons maintenant de découvrir les règles de l'univers. Et c'est un voyage beaucoup plus excitant. Cette carte galactique ne nous a pas seulement donné des endroits où aller, mais aussi des questions à poser. Pourquoi l'atmosphère de ces planètes est-elle ainsi? Pourquoi cette civilisation a-t-elle choisi ces étoiles? Pourquoi ces routes sont-elles tracées de cette façon? Chaque point de données est un nouveau domaine de recherche, une nouvelle thèse de doctorat, un nouveau potentiel de découverte. La science n'est pas morte. Au contraire, elle est plus vivante que jamais, car nous ne cherchons plus les réponses. Nous apprenons maintenant à poser les bonnes questions. Et toi aussi, tu fais partie de cette découverte. Comme un enfant qui demande curieusement « pourquoi ?». Toi aussi, tu regardes l'univers et tu demandes « comment ?». Quand tu ne te contentes pas de ce que tu sais, quand tu remets en question les dogmes, quand tu es ouvert à une nouvelle idée, tu fais aussi partie de ce grand voyage de découverte. Nous ne sommes pas arrivés au bout de la connaissance. Au contraire, nous venons de faire le premier pas dans l'océan de la connaissance. Et cet océan est infini. Après toutes ces informations, comment te sens-tu? D'un côté, une peur et une impuissance écrasantes face à la grandeur de l'univers et à notre insignifiance. Or de l'autre, un profond sentiment d'admiration et de privilège d'avoir l'opportunité de faire partie de ce drame cosmique incroyable, de le comprendre et d'en être le témoin. Les deux sont vrais, les deux sont valides, car c'est le nouveau dilemme de l'être humain, avoir peur et admirer, se sentir insignifiant et penser que nous sommes au centre de l'univers. Ophi ne nous a pas seulement montré l'univers, mais aussi nous-mêmes. Nous sommes des êtres qui peuvent avoir peur, mais qui peuvent quand même aller de l'avant. Des êtres qui cherchent un sens, mais qui peuvent accepter l'absurdité. Des êtres qui sont seuls, mais qui se raccrochent les uns aux autres. Osciller entre ces deux sentiments n'est pas une faiblesse. C'est la vérité la plus profonde de notre humanité, notre petitesse et notre grandeur, notre fugacité et notre éternité, notre solitude et notre unité.
notre impuissance et notre pouvoir, et enfin notre ignorance et notre savoir. L'héritage d'Ophi, ce sont ces contradictions. Nous savons maintenant que l'univers n'est ni seulement sombre et vide, ni seulement lumineux et plein. Il est les deux à la fois. Nous savons maintenant que l'humanité n'est ni seulement une victime impuissante, ni le maître de son destin. Elle est les deux à la fois. Mais, au-delà de toutes ces interrogations philosophiques, il y a une question plus profonde, plus personnelle, une question qui pourrait être plus importante que la carte ou la graine technologique qu'Ophi nous a laissée. Ce n'est pas la question « que ferons-nous » c'est la question « qui serons-nous » car Ophi nous a montré ce qu'est l'univers. Tout maintenant, c'est à notre tour. Il est temps pour nous de choisir qui nous serons dans cet univers. Et ce choix implique bien plus que la simple construction de réacteurs ou le voyage vers les étoiles. Ce choix concerne la morale, les valeurs et le sens de l'être humain, car cette civilisation galactique nous avait laissé une autre trace, car il ne s'agissait pas de ce que nous faisions, mais de qui nous étions. Et c'est pourquoi nous plongeons maintenant dans la couche peut-être la plus profonde de ce voyage cosmique. La dernière trace qu'Ophi nous a laissée était la structure massive elle-même dans Andromède, cette merveille d'ingénierie inconcevable, de la taille de la Voie lactée, enveloppant 1 milliard d'étoiles. Cette structure n'était pas seulement une centrale électrique, c'était aussi un monument, une philosophie. Elle représentait un mode de vie, et ce mode de vie nous oblige à faire face à une toute nouvelle contradiction. Individuellement, nous sommes extrêmement libres, mais collectivement, nous marchons sur un chemin entièrement déterminé. D'un côté, il y a ta propre vie. Quand tu te réveilles le matin, tu décides de ce que tu vas manger, de la musique que tu vas écouter, de la personne avec qui tu vas parler. Ta vie est composée de millions de petits et grands choix. Tu façonnes ta carrière, ta famille, tes croyances, tes valeurs. C'est l'expérience la plus fondamentale du libre arbitre. Tu es l'auteur de ta propre histoire. C'est le privilège le plus précieux de l'être humain. Mais, de l'autre côté, il y a cette civilisation galactique qu'Ophi nous a montrée, car ils ont unifié le destin d'1 milliard d'étoiles et de billions de planètes sous une seule structure. Un individu quelconque dans ce système a-t-il la possibilité de faire un choix au sens où nous l'entendons? Ou sont-ils tous des pièces de cette conscience collective massive, de cette machine? C'est une pensée tragique, car elle implique que le plus haut niveau de développement pourrait signifier la disparition totale de l'individualité. Peut-être qu'au bout du chemin évolutif, le libre arbitre cesse d'être un luxe pour devenir un obstacle inefficace. Peut-être que cette civilisation a atteint un niveau d'harmonie et d'efficacité que nous ne pouvons même pas imaginer, en fusionnant des milliards d'esprits en un seul super-esprit. Mais le prix de cette harmonie a été la mort de l'individu. C'est une pensée contraire à toutes nos valeurs. Mais, voici le mais. Peut-être que nous comprenons mal la liberté. Peut-être que la vraie liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de faire ce qui est juste pour le bien de l'ensemble auquel on appartient. Cette civilisation n'a peut-être pas détruit ces individus. Au contraire, elle les a peut-être élevés en les faisant partie de quelque chose de plus grand. Pensez au violoniste dans un orchestre. Quand il joue seul, il est libre. Mais quand il fait partie de l'orchestre, il renonce à sa petite mélodie et devient partie d'une symphonie beaucoup plus grande, beaucoup plus grandiose. À ce moment-là, il perd sa liberté individuelle mais acquiert un sens collectif. Peut-être que cette civilisation est une symphonie galactique jouée en harmonie par des billions d'individus. Et toi aussi, tu es au milieu de cette contradiction. D'une part, tu es le compositeur de ta propre vie. Tu joues ta petite mélodie, mais en même temps, tu as des responsabilités envers ta famille, ta société, l'humanité. Tu fais aussi partie d'un plus grand orchestre. Et chaque jour, tu essaies de trouver un équilibre entre tes désirs individuels et tes responsabilités collectives. Peut-être que la question qu'Ophi nous pose est la suivante. Quel genre de musique ferez-vous? La cacophonie des notes individuelles ou la symphonie d'un tout harmonieux? Ce qui nous amène à une autre pensée profonde. Nous possédons une connaissance immense, mais nos actions sont incroyablement limitées. D'un côté, il y a cette carte galactique au bout de nos doigts, la connaissance de centaines de milliers de mondes habitables, leurs atmosphères, leurs températures, leur biologie. La réponse à la question que l'humanité se pose depuis des milliers d'années, sommes-nous seuls dans l'univers, se dresse maintenant devant nous comme un non retentissant. Pas seulement ça, grâce à la graine technologique laissée par Ophi,
Nous connaissons les bases théoriques de l'énergie du point zéro, de la propulsion d'Alcubierre. Nous savons maintenant comment faire. C'est une connaissance divine. La clé des secrets de l'univers est entre nos mains. Mais, de l'autre côté, il y a la dure réalité. Savoir ne signifie pas pouvoir. Atteindre même la planète la plus proche sur cette carte nous prendrait des centaines de milliers d'années avec notre technologie actuelle. Comprendre cette graine technologique et construire un prototype prendra peut-être des siècles. Et pendant que nous faisons tout cela, notre planète glisse lentement vers une ère glaciaire. C'est un dilemme tragique. C'est comme avoir la recette du plat le plus délicieux du monde. Mais regardez sa cuisine brûlée. Nous savons où aller, mais nous n'avons pas de navire. Nous savons comment y aller, mais nous n'avons ni le temps ni les ressources pour construire le moteur. C'est la plus grande déception que la connaissance puisse apporter, voir la solution et ne pas pouvoir l'atteindre. Mais, encore ce mais. La connaissance est une action en soi. Il y a l'existence de cette carte, l'existence de cette graine, a changé pour toujours la psychologie de l'humanité. Nous ne nous battons plus pour survivre. Nous travaillons maintenant pour un but plus grand. Cette carte nous a donné un objectif, un espoir, un rêve. Et les humains, quand ils ont des rêves, peuvent accomplir l'impossible. Peut-être que nous ne serons pas la première génération à aller sur ces planètes. Peut-être que nos petits-enfants non plus. Mais nous pouvons être la génération qui a commencé ce voyage. Tout comme les maîtres d'œuvre du Moyen-Âge qui posaient les fondations d'une cathédrale, sachant qu'ils ne la verraient jamais terminée. Ils ne se contentaient pas de façonner la pierre, ils construisaient une foi en l'avenir. Nous aussi, nous construisons maintenant une foi en l'avenir. Et toi aussi, tu fais partie de cette construction. Quand tu regardes cette carte, tu ne vois pas seulement des mondes lointains, tu vois le potentiel de l'humanité. Quand tu montres les étoiles à un enfant, tu ne lui montres pas seulement des boules de gaz, tu lui montres les objectifs que nous pourrons un jour atteindre. L'espoir est le carburant le plus puissant, et Ophi nous a donné une galaxie pleine d'espoir. Il est maintenant temps de l'utiliser. Ce qui nous amène à une dernière contradiction. Notre curiosité est infinie, mais les réponses de l'univers ne viendront peut-être jamais. D'un côté, il y a tout ce qu'Ophi nous a montré, mais il y a aussi ce qu'elle ne nous a pas montré. Pourquoi cette civilisation galactique migre-t-elle ? Pourquoi n'ont-ils pas établi de contact direct avec nous ? Pourquoi Ophi a-t-elle simplement pris du carburant et est-elle partie ? Il n'y a pas de réponse à ces questions. Ophi nous a laissé un manuel d'utilisation, mais elle n'a pas laissé de livre de philosophie. Elle nous a montré le comment, mais pas le pourquoi. C'est un silence tragique. C'est comme si un dieu frappait à votre porte, vous donnait les secrets de l'univers, puis partait sans dire un mot, ne laissant derrière lui qu'une curiosité infinie et des questions sans réponse. C'est la plus grande torture pour l'esprit humain. Vouloir savoir, mais ne jamais être sûr. Devoir vivre dans cette incertitude. Mais, voici un dernier « mais ». Peut-être que l'absence de réponse est le plus grand cadeau, car si nous avions toutes les réponses, que resterait-il à chercher ? Non, si tous les secrets de l'univers étaient résolus, de quoi s'émerveiller ? Peut-être que l'univers, en ne nous donnant pas les réponses, protège notre bien le plus précieux, notre curiosité. Car ce qui nous rend humains, ce n'est pas de trouver les réponses, c'est de poser les questions. La quête elle-même est plus importante que la destination, et toi aussi, tu es dans cette quête. Chaque question qui te vient à l'esprit en regardant ce documentaire fait partie de cette grande quête. Ta quête de sens est ta caractéristique la plus humaine, et l'univers t'offre un terrain de jeu infini pour poursuivre cette quête. Peut-être que le vrai message d'Ophi n'était pas dans les nombres premiers ou les cartes stellaires. Peut-être que le vrai message était l'action elle-même. Un être qui, sans révéler ses secrets, fait simplement ce qu'il a à faire et s'en va. Peut-être qu'il voulait te nous dire « Arrêtez de parler et agissez, vous trouverez le sens en chemin ». Individualisme et collectivisme, savoir et inaction, curiosité et absence de réponse. Ces nouveaux paradoxes nous forcent non seulement à penser, mais aussi à choisir. Mais, au-delà de toutes ces pensées, il y avait autre chose qu'Ophi avait laissé derrière elle, un écho, un murmure. Et ce murmure constituait peut-être la partie la plus prometteuse, mais aussi la plus effrayante de toute cette histoire, car Ophi n'était pas seul, et il n'était pas les seuls à venir. Et ce murmure nous emmène dans un dernier voyage philosophique. Car dans le signal d'onde gravitationnelle qu'Ophi nous a laissé, dans l'écho de son départ, il y avait une autre anomalie,
Le signal ne provenait pas d'une source unique. C'était une combinaison de milliers de signaux, des copies les uns des autres, mais avec de minuscules déphasages entre eux. Cela signifiait que la migration venant d'Andromède n'allait pas dans une seule direction. La Voie lactée n'était qu'un arrêt. Des milliers de vaisseaux comme Ophi se dirigeaient simultanément non seulement vers notre galaxie, mais vers des millions d'autres galaxies dans l'univers. Cela nous présente notre dernière et plus vertigineuse contradiction. L'univers est incroyablement créatif et en même temps incroyablement répétitif. D'un côté, il y a Ophi elle-même, une merveille d'ingénierie, unique, sans précédent. Une technologie qui produit sa propre énergie, voyage entre les dimensions, défie la gravité. Son existence est la preuve de la créativité de l'univers, de la mesure dans laquelle les limites de la physique peuvent être repoussées. Mais, de l'autre côté, il y a cette donnée d'onde gravitationnelle. Cette donnée nous dit qu'Ophi est en fait un modèle de série. Elle n'est pas unique. Elle n'est qu'une parmi des millions de copies. Peut-être y a-t-il différents modèles, différentes tailles, mais ils fonctionnent tous sur le même principe de base. C'est une déception tragique, car cela montre que même le plus grand secret de l'univers est, en fin de compte, un produit de fabrication, tout comme nos voitures, nos téléphones. Des technologies autrefois révolutionnaires deviennent banales avec le temps et entrent en production de masse. Peut-être qu'Ophi, pour cette civilisation galactique, est ce qu'une Toyota Corolla est pour nous, fiable, efficace, mais certainement pas excitante. Cela fait perdre un peu de sa magie à l'univers, un univers où même le plus grand miracle peut devenir ordinaire. Mais, encore ce « mais ». Cette répétition est aussi la preuve de l'ordre et de la compréhensibilité de l'univers. S'il y a des millions de vaisseaux comme Ophi, cela signifie que les lois de la physique qui les ont créés sont universelles. Elles sont valables dans notre galaxie et dans une autre galaxie aussi. Cela signifie que la graine technologique qu'Ophi nous a laissée peut aussi fonctionner dans notre système solaire. Iris n'est pas une copie, c'est une norme. Et les normes sont le fondement de l'ingénierie. Car une fois que vous comprenez comment quelque chose fonctionne, vous pouvez le refaire et peut-être faire mieux. Le fait qu'Ophi soit une production de série n'est pas une déception, c'est une opportunité. Cela signifie « nous aussi, nous pouvons le faire ». Et toi aussi, tu fais partie de ce cycle. Chaque jour dans ta vie, tu trouves un équilibre entre créativité et répétition. D'une part, tu cherches de nouvelles idées, tu essaies de nouvelles choses, mais d'autre part, tu te fies à des routines, à des habitudes que tu sais efficaces, comme ton café du matin, comme la musique que tu écoutes en allant au travail. La créativité naît du chaos. Mais le progrès vient de l'ordre et de la répétition. Ou peut-être que c'est ce que l'univers nous enseigne. D'abord, imagine, crée. Mais ensuite, transforme cette création en une norme. Car ce n'est qu'alors que tu pourras enregistrer un réel progrès. Ce qui nous amène au dernier dilemme au cœur de tout ce voyage. L'univers est complètement indifférent à notre égard et en même temps profondément lié à nous. D'un côté, il y a les actions d'Ophi, le fait qu'elle ait récolté notre soleil, changé notre climat, sans s'arrêter un instant pour se demander qu'arrivera-t-il à ces petites créatures sur cette petite planète bleue. Pour elle, nous n'étions pas différents d'une fourmilière au bord de la route. Elle a marché dessus et n'a même pas remarqué. Envers cette civilisation galactique, tout en contrôlant 1 milliard d'étoiles dans Andromède, n'est probablement même pas consciente de notre existence. L'univers est complètement aveugle et sourd à nos souffrances, nos joies, nos espoirs. C'est une indifférence tragique. Des concepts comme l'amour, la haine, la justice ne sont que des inventions de notre part, sans aucune contrepartie dans le reste de l'univers. Cela donne le sentiment que nous sommes finalement seuls et sans but. Mais, une dernière fois, ce beau mot « mais ». Oui, l'univers peut être indifférent à notre égard, mais il est aussi ce qui nous a créés. Chaque atome de ton corps a été forgé au cœur d'une étoile, il y a des milliards d'années. L'oxygène que tu respires en ce moment a été dispersé dans l'espace par l'explosion d'une supernova. L'univers est ton père et ta mère. Il t'a créé, il t'a donné la vie, et il t'a donné un esprit capable de comprendre sa propre indifférence. C'est le plus grand paradoxe. L'univers est à la fois le problème et la solution. Il n'a peut-être pas d'intérêt personnel pour nous. Mais nous sommes son produit personnel. C'est comme un peintre qui serait indifférent au tableau qu'il a peint.
mais le tableau lui-même serait une preuve indéniable de l'existence du peintre. Nous sommes comme un tableau peint par l'univers, et toi, tu es un coup de pinceau sur ce tableau. L'intérêt que l'univers te porte n'est peut-être pas qu'il t'aime personnellement, mais qu'il t'ait fait exister. Et exister est un cadeau bien plus fondamental que d'être aimé, car tant que tu existes, tu peux créer du sens, tu peux créer de l'amour, tu peux créer de la justice. L'univers ne te les donne peut-être pas. Mais il t'a donné le potentiel de les créer, et c'est peut-être là le plus grand intérêt. À la fin de ce voyage, comment nous sentons-nous? Effrayés, pleins d'espoir, insignifiants, puissants, tout cela à la fois, car nous savons maintenant qu'aucun de ces sentiments n'est plus juste qu'un autre. Ils sont tous le reflet de notre place dans cet univers nouveau et complexe. Ophi ne nous a pas seulement montré les étoiles, mais aussi nous-mêmes. Et ce que nous avons vu n'est ni simple ni facile, mais c'est réel. Nous savons maintenant que l'univers est à la fois inconcevablement grand et assez petit pour tenir dans notre esprit. Et nous savons maintenant que nos vies sont à la fois aussi brèves qu'un clin d'œil et assez profondes pour contenir toute l'histoire de l'univers. Nous savons maintenant que nous dérivons seuls dans l'océan cosmique et que nous sommes étroitement liés les uns aux autres en tant qu'équipage du même navire. Nous savons maintenant que nous sommes à la fois impuissants face aux géants de l'univers et que nous avons le pouvoir de réécrire notre destin. Et peut-être le plus important, nous savons maintenant que nous ne savons rien. Et c'est précisément pourquoi nous avons le potentiel de tout apprendre. Ce voyage peut sembler se terminer ici. Toutes les découvertes ont été faites. Toutes les questions philosophiques ont été posées. Mais, en réalité, tout ne fait que commencer. Car Ophi est parti, mais son héritage est là, dans nos esprits, dans nos cœurs, et dans cette graine technologique qu'elle a laissée au cœur de notre soleil blessé. La question qui se pose maintenant est de savoir ce que nous allons faire de tout cet héritage. Et la réponse à cette question ne se trouve pas dans le prochain documentaire, la prochaine découverte ou la prochaine génération. La réponse à cette question est ici, et maintenant, en toi. Dans ce voyage, nous avons vu le commencement et les secrets de l'univers. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. L'univers a une date d'expiration, et cette date pourrait être beaucoup plus proche que nous le pensons. Un silence glacial, un déchirement violent, ou un effondrement sur lui-même. Lors de notre prochain voyage, nous examinerons le destin final de l'univers. Êtes-vous prêts pour cette fin inévitable,